Mesdames et messieurs, bonsoir et bon après-midi à toutes et à tous. C'est 15h, local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Madbouli assiste à la signature d'un accord de coopération sur un projet d'interconnexion électrique avec les pays du voisinage à travers les câbles maritimes. Poursuite d'acheminement des aides humanitaires de secours dans la bande de Gaza dans le cadre de l'initiative Zaad el-Azza. Et au moins 30 morts dans les affrontements entre l'Afghanistan et le Pakistan dans l'une des pires confrontations armées depuis des années. Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un accord de coopération entre la Société égyptienne de transport d'électricité et la Société émirati K&K pour mettre en exécution les études finales du projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Europe à travers les câbles maritimes. Madbouli a indiqué que cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer la position de l'Égypte en tant qu'un centre régional d'énergie et à soutenir les efforts pour l'exportation de l'énergie propre aux marchés européens. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé la réunion du gouvernement au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative afin d'examiner un certain nombre de dossiers. La réunion a abordé les efforts visant à réduire l'inflation, à augmenter les dépenses dans les secteurs de la santé, de l'éducation et dans la protection sociale, ainsi qu'à suivre la régulation des marchés et assurer la disponibilité des produits alimentaires. Elle a visé également à poursuivre la mise en œuvre de projets nationaux dans les différents gouvernorats du pays. Dans une nouvelle victoire diplomatique majeure pour l'État, l'Égypte a remporté un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2026-2028 à l'issue des élections qui se sont tenues hier à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Avec 173 voix sur 193, l'Égypte décroche ainsi un nouveau mandat de 3 ans au sein de l'organe onusien. Il s'agit du 3e mandat de l'Égypte au sein de ce Conseil, ce qui reflète la confiance accordée à son rôle actif dans le domaine des droits de l'homme au niveau international. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que cette victoire constituait un pilier essentiel des efforts de l'État visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et la liberté fondamentale. Elle témoigne également de la reconnaissance internationale de progrès accomplis par l'État égyptien au cours des dernières années sur le plan national dans le domaine du renforcement des droits de l'homme et dans le domaine de la promotion des valeurs de démocratie, de droit, mais aussi de citoyenneté. Au niveau arabe, l'aide humanitaire de secours continue d'entrer dans la bande de Gaza dans le cadre du convoi Zaad el-Azza en provenance d'Égypte vers la bande de Gaza. Plusieurs camions se sont dirigés vers les points de passage d'Al-Rouja, Karm Abou Salim, dans le cadre du 5e convoi de Zaad el-Azza transportant de l'aide humanitaire, du diesel et des produits pétroliers. Le Croissant Rouge égyptien prépare 450 millions d'aides pour... plutôt 450 camions d'aide pour entrer dans la bande de Gaza. Les autorités d'occupation avaient annoncé la rouverture du côté palestinien du point de passage de Rafah afin de permettre l'acheminement de l'aide. 3 des 4 dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues hier soir par le Hamas ont été identifiées selon des familles après l'identification de leurs proches par l'Institut médico-légal national. Hier, le Hamas avait annoncé avoir rendu 4 dépouilles d'otages supplémentaires au lendemain du retour en Israël des 20 derniers otages vivants retenus à Gaza et de 4 premières dépouilles dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Après le retour en Israël des 4 premières dépouilles d'otages lundi soir, les restes de 7 soldats et de 17 civils israéliens se trouvaient encore à Gaza. Entre-temps, les forces de sécurité relevant du mouvement Hamas ont renforcé leur déploiement dans les rues des villes dévastées de Gaza afin de maintenir l'ordre et la sécurité. Parallèlement, 9 Palestiniens ont été tués par les tirs de l'armée d'occupation israélienne dans les quartiers d'Ashoujaï à l'est de la ville de Gaza ainsi qu'à Khan Younis au sud de la bande de Gaza. Et ce, malgré l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu pour le 5e jour consécutif.
Le président syrien par intérim Ahmad al-Shara, qui effectue aujourd'hui sa première visite en Russie, va demander au président russe Vladimir Poutine de remettre tous ceux qui ont commis des crimes de guerre et se trouvent en Russie. En premier lieu, Bachar al-Assad, selon un responsable gouvernemental syrien. Le nouveau dirigeant syrien est arrivé à Moscou et doit rencontrer son homologue russe, selon l'agence officielle syrienne SANA. Il doit également aborder au cours de sa visite des questions économiques liées aux investissements, le sort des bases russes en Syrie et le réarmement de l'armée syrienne. Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont en fait retrouvés aujourd'hui à Bruxelles pour discuter des moyens de renforcer leur soutien à l'Ukraine, mais aussi d'améliorer la riposte de l'Alliance après de multiples incursions russes dans les ciels européens. À son arrivée au siège de l'OTAN, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a encouragé les pays européens. Le Canada a contribué davantage au soutien de l'Ukraine dans le cadre du programme PURL. Cette initiative lancée par Washington permet à Kiev d'acheter des armes américaines financées par les Européens. Les ministres de l'OTAN veulent aussi mieux répondre aux nouveaux défis lancés par la Russie et ses drones. Sur le terrain, l'opérateur du réseau électrique ukrainien a annoncé instaurer des coupures de courant dans au moins 8 régions en raison des dégâts causés aux installations par les récentes frappes russes. La Russie a multiplié ces dernières semaines les frappes sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainien à l'approche de l'hiver, faisant craindre une campagne comme les années précédentes qui pourrait plonger des millions de personnes dans le noir. Des coupures de courant avaient déjà eu lieu la semaine dernière à travers l'Ukraine, affectant notamment pendant plusieurs heures une partie de la capitale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir semer le chaos au sein de la population avec ces bombardements qui ont aussi mis à mal le secteur gazier ukrainien. Engagés dans l'une des pires confrontations armées depuis des années, l'Afghanistan et le Pakistan se sont de nouveau affrontés dans la région frontalière, faisant au moins 30 morts. Chaque partie accuse l'autre d'avoir lancé de nouvelles attaques dans la nuit en plusieurs endroits de la longue frontière poreuse qui les sépare. Le porte-parole du gouvernement taliban a accusé les forces pakistanaises d'avoir mené une fois de plus des attaques contre le sol afghan. De son côté, l'armée pakistanaise a affirmé y avoir répondu à une attaque tuée entre 15 et 20 talibans afghans, se disant ainsi prêts à répondre à toute agression avec toutes les forces nécessaires. Ce nouvel épisode de violence a été déclenché en fait la semaine dernière après des explosions en Afghanistan, dont 2 dans la capitale Kaboul, imputées au Pakistan. Passons donc en France où le Premier ministre Sébastien Lecornu a proposé de suspendre l'impopulaire réforme des retraites de 2023 demandée par les socialistes pour ne pas faire tomber le gouvernement et pour éviter la tenue de nouvelles élections. Voici le point. Après des semaines de crise politique, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a proposé de suspendre l'impopulaire réforme des retraites de 2023, demandée par les socialistes pour ne pas faire tomber le gouvernement et éviter la tenue de nouvelles élections. Son discours de politique générale était très attendu. Après de multiples psychodrames, tractations et tensions amorcées, après sa démission surprise le 6 octobre, 14 heures après la nomination de son gouvernement. Renommé par le président français Emmanuel Macron, M. Lecornu a réussi à offrir un sursis à son deuxième gouvernement, nommé dimanche soir en tranchant la question qui était sur toutes les lèvres. Le Parti socialiste PS avait fait de la suspension de cette loi, prévoyant de repousser à 64 ans l'âge légal de départ, passé au forceps. En 2023, malgré des mois de manifestations, la condition pour ne pas se joindre à une censure, déjà demandée par la gauche radicale et l'extrême droite. Cette annonce a été saluée comme une victoire et un premier pas par le chef des députés socialistes. La deuxième économie de l'Union européenne connaît une période inédite d'instabilité politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée alors par le président.
Le scrutin qui a suivi a fragmenté l'Assemblée nationale en 3 blocs sans aucune majorité nette. Le deuxième gouvernement Le Cornu est le 4e en moins d'1 an et demi, le 6e depuis la réélection de M. Macron en mai 2022. Dans notre station économique, le Fonds monétaire international a lancé hier avoir revu à la hausse son estimation de croissance pour l'Égypte, projetant un taux de 4,5% pour son produit intérieur brut au cours de l'exercice fiscal 2025-2026. Selon le FMI, cette révision représente une augmentation de 0,4% par rapport à sa projection de juin. Des détails ? Dans la dernière version de son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international a annoncé hier avoir revu à la hausse son estimation de croissance pour l'Égypte, projetant un taux de 4,5% pour son produit intérieur brut au cours de l'exercice fiscal 2025-2026. L'indice des prix à la consommation, l'IPC de l'Égypte, devrait chuter fortement pour atteindre 11,8% au cours de l'exercice fiscal 2025-2026, contre une moyenne de 20,4% pour l'exercice 2024-2025, précise l'instance. L'IPC permet de suivre l'augmentation moyenne du coût de la vie pour les ménages. Il mesure sur une période donnée combien coûte un panier type d'achat courant, comme les aliments, le loyer, l'essence et les médicaments, pour déterminer l'évolution des prix. C'est l'indicateur brut utilisé pour calculer le taux d'inflation qui a atteint 10,3% en Égypte en septembre. Le rapport indique également que le solde du compte courant devrait afficher un déficit de 4,3% du PIB. Le solde du compte courant d'un pays est la différence entre les flux monétaires entrants et sortants résultant des échanges de biens et de services, des revenus et des transferts courants avec le reste du monde. Selon le rapport, le chômage devrait légèrement diminuer pour s'établir à 7,3% contre 7,4% l'année précédente. L'Égypte se classe désormais au 2e rang des pays importateurs de pétrole en termes de croissance projetée, derrière l'Ouzbékistan, selon le même rapport. Ces prévisions surviennent alors que le rapport de FMI a été retardé par l'exécution du plan de cession des actifs de l'État égyptien, comme l'a rappelé sa directrice de la communication. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle sportive. Le Sénégal, grâce notamment à un doublé de Sadio Mané, s'est qualifié pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada après sa victoire 4-0 face à la Mauritanie hier à Dakar. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qualifiés au même moment, rejoignent l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Ghana parmi les 9 qualifiés directs du continent pour le mondial américain. Le Sénégal attendra, lui, le tirage au sort de la Coupe du Monde le 5 décembre à Washington avant de participer à partir du 21 décembre à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Félicitations donc au Sénégal et bonne chance toujours pour les autres équipes africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde de 2026. Merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs, et à la prochaine.